retrouvons comme prévu. On a 5 minutes de retard, mais c'est pas grave. On le prendra 5 minutes de plus tout à l'heure, avec grand plaisir. Et nous voulions distinguer aujourd'hui la SCI de l'indivision. Alors, on en parlait tout à l'heure avec Martine Fay, mais on vous attendait évidemment. Maître Xavier Russo, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc, Martine Fay, je rappelle que vous êtes expert patrimonial à la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, la CEPAC, et que vous nous accompagnez depuis ce matin, et que Maître Russo vient de nous rejoindre. On va peut-être commencer par le plus simple, c'est-à-dire définir ce qu'est la SCI et ce qu'est l'indivision, donc les deux choses. C'est un bon point de départ pour ensuite pouvoir entrer ensemble dans les détails de ces deux mécanismes juridiques. Maître, à vous l'honneur, on commence par la SCI. Alors, la SCI est un contrat, à la différence de l'indivision, qui est un régime juridique qui s'applique à une situation où plusieurs personnes sont propriétaires de droits concurrents de même nature sur un même bien. L'indivision peut être subie, comme dans le cas d'une succession, ou bien souvent choisie. On est concubin, on achète ensemble un bien. On peut être associé sans être en société pour réaliser une opération immobilière ensemble. Des frères et sœurs, cousins, cousines, peu importe. Alors que la SCI, c'est un contrat, justement. La SCI, c'est un contrat dans lequel plusieurs personnes décident de mettre des moyens en commun, essentiellement des moyens financiers, en vue de réaliser un objectif qui s'appelle l'objet social. Oui, on n'entend pas bien. Je pense qu'il faudrait... C'est une toute petite question de réglage. On va pouvoir... Je vais parler plus fort. Alors voilà, ça y est, là c'est bien. Alors vous savez ce que je vous propose, c'est qu'on recommence pour que tout le monde puisse entendre. Donc nous en étions à distinguer, à définir la SCI et l'indivision. Donc je suis désolée, maître, je vais vous faire répéter ce que vous avez dit. Pas de souci. Donc la SCI est un contrat dans lequel plusieurs personnes associées se mettent associées et collaborent pour réaliser un objet social, qui est un objectif qu'ils veulent atteindre. En l'occurrence, pour la SCI, acheter un bien immobilier, le louer, l'exploiter ou le mettre à disposition dans plusieurs associés. C'est le contrat qui définit les règles d'utilisation, les pouvoirs, le contrat de société qui prévoit toutes ces règles-là. Alors que l'indivision, comme je le disais, elle est ou subie ou choisie. Et l'indivision est un régime juridique, donc qui n'est pas un contrat, c'est-à-dire que c'est le Code civil qui prévoit comment ça fonctionne, et qui s'applique automatiquement quand plusieurs personnes ont des droits de même nature sur le même bien. Je suis une indivisaire de 10, 15, 20%. Ce qui est important à savoir, c'est que l'indivision est à dissocier du démembrement de propriété, dans lequel vous avez des droits de nature différente entre un usufruitier et un nu-propriétaire. C'est-à-dire un a le nu-propriété, l'autre a l'usufruit, exactement. Dans ce cas-là, c'est dans un contexte successoral qu'on peut le voir également, on n'a pas d'indivision. Toutes les règles que l'on verra après propres à l'indivision ne s'appliquent pas au démembrement de propriété. Il y a souvent une confusion qui est réalisée, qui est faite par... les clients des mortels, voilà, qu'il ne faut pas faire parce que tout est son contraire. Voilà. Alors on peut peut-être revenir un petit peu sur l'indivision, peut-être avec vous Martine. Vous avez bien expliqué tout à l'heure que l'indivision ça peut être un choix, mais ça peut être subi. Et c'est souvent les cas qui reviennent à nos oreilles, ce sont des indivisions subies et difficiles d'en sortir quand un bien est à vendre en indivision. C'est ce que vous rencontrez le plus souvent? Oui, alors nous rencontrons justement des personnes lorsque il y a eu une succession. C'est le cas le plus courant? Oui, c'est le cas où on tombe en indivision. C'est assez courant si rien n'a été préparé et prévu, décidé. Les enfants, par exemple, vont être en indivision sur un bien ou plusieurs biens et viennent nous voir, bien évidemment, pour savoir, avoir un crédit, faire quelque chose, développer, bref. Et là, on leur dit, problème de l'indivision. Justement, à ses limites, c'est compliqué. Il faut que tout le monde soit d'accord. Il faut signer tous ensemble. Plus certains qui veulent en sortir, qui veulent pas rester dans l'indivision. Des problèmes conséquents. Ça, c'est la première chose. Ce qu'on rencontre aussi, c'est des personnes qui viennent nous voir, puisqu'on est quand même conseillers patrimoniaux, donc. Ils viennent nous voir en amont, puis après on les envoie bien évidemment chez nos chers confrères les notaires, mais ils viennent nous voir en nous disant, moi ce que je veux faire c'est une donation de partage, j'anticipe, je veux transmettre, mais j'ai qu'un bien, voilà, je veux faire une donation de partage à mes enfants, je vais leur donner tel bien, la fameuse donation de partage. Et là, on commence à expliquer un peu les écueils et les problématiques, et puis on leur dit, aller rencontrer le notaire, car il serait peut-être opportun de penser à la SCI. N'est-ce pas, Xavier ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on a quand même compris là très rapidement qu'il semblait y avoir plus d'avantages à la SCI qu'à l'indivision. Mais ce qu'il faut maintenant, c'est essayer de l'expliquer. Ce que je vous propose, maître, c'est de commencer peut-être par donner, ce qu'on connaît le plus, c'est-à-dire les inconvénients de l'indivision, et dire s'il y a des avantages et lesquels.
Des avantages, on va dire que l'indivision, c'est comme j'ai dit, un régime juridique qui s'applique automatiquement, donc sans aucun frais, sans aucun statut, sans aucun contrat à mettre en place. C'est la loi qui s'applique dès qu'une situation juridique se caractérise. C'est presque le seul avantage, je vais dire. Mais l'indivision, en fait, fonctionne très bien à la seule condition que les membres s'entendent. Puisque le principe même de l'indivision, à quelques exceptions près, c'est que toutes les décisions doivent être prises à l'unanimité. Seules quelques décisions qu'on appelle actes d'administration, je veux louer un bien, je veux souscrire un contrat d'assurance, je veux donner un mandat de gestion, peut être pris à une majorité des 2/3 de l'indivision. Sinon, toutes les autres décisions, la vente, je veux faire un crédit, je veux engager des travaux importants. Tout doit être fait à l'unanimité. À l'unanimité. Donc, quand on est deux, et en général, on pense à l'indivision d'un couple, concubin ou couple marié, ça peut s'entendre, parce qu'on présume que le couple s'entend. C'est plus compliqué quand ce sont des frères et sœurs. Des frères et sœurs, ou des frères et sœurs qui se retrouvent après en indivision avec des neveux et nièces, parce qu'il y a eu des décès entre-temps. Et après, voilà, on commence à multiplier les intervenants et multiplier les points de vue, les moyens financiers que peuvent avoir les uns les autres. Donc l'indivision souffre réellement de ce côté, entre guillemets, instable. Alors il y a des indivisions qui durent, comme la succession qui dure, mais pour autant, on est sur un régime instable, puisque chaque membre de l'indivision peut à tout moment demander la sortie de l'indivision. Cette sortie de l'indivision, ça va être dire « rachetez-moi ma part ». Si vous n'êtes pas d'accord pour racheter ma part, je peux provoquer judiciairement une sortie de l'indivision en provoquant la vente du bien aux enchères. Et là, la seule solution qu'ont les indivisaires, soit de racheter, ils peuvent être prioritaires, donc c'est intéressant, mais ça serait de demander au juge de mettre le haut là en disant attendez, de vendre maintenant, ça va compromettre nos intérêts, ça va compromettre, c'est pas le bon moment, donc ne le faites pas. Ce sont des mesures, des palliatifs si vous voulez, mais on passe toujours par la case judiciaire. C'est bien là la faiblesse de l'indivision, c'est de passer par cette case judiciaire. La loi a un petit peu prévu quelques aménagements pour, dans certains cas, dans un principe de vente, le notaire peut recueillir le consentement de 2/3 des membres de l'indivision qui veulent vendre le bien, et à la base, avec cette volonté constatée, on peut transmettre cet acte au tribunal pour provoquer la vente aux enchères. Donc il y a quelques mécanismes qui allègent un petit peu cette rigueur, cette lourdeur de l'unanimité qui est imposée sur quasiment toutes les décisions qui peuvent être prises. Mais sinon, voilà, on est vraiment condamné à s'entendre dans l'indivision, et c'est bien là, on va dire, cette faiblesse. Maintenant, voilà, l'indivision est aussi instable, et ça aussi, pour moi, c'est une faiblesse importante. Mais on n'a pas trouvé mieux. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre façon de faire. Est-ce que dans les autres pays d'Europe, voilà. Mais est-ce que justement, quand on tombe, est-ce qu'on tombe, on le dit, on tombe en indivision suite à un décès, donc tous les enfants et les ayants droit se retrouvent dans cette indivision. Est-ce que dans d'autres pays d'Europe, il y a d'autres solutions, ou ça existe un petit peu partout aussi? Alors, en fait, si vous voulez, il n'y a pas en droit romano-germanique. C'est pas qu'il n'y a pas de solution miracle. Oui, on est en droit romano-germanique, l'indivision, elle est à peu près la même dans tous les pays d'Europe. Voilà, c'est ce que je pensais, c'est pour ça. Ce qu'il faut savoir aussi que je n'ai pas dit, c'est que l'indivision peut faire l'objet d'une convention. Un peu à l'image de contrat d'ASI, on peut faire des conventions d'indivision. Mais la convention d'indivision, elle est soit faite sur une durée indéterminée, et on peut y mettre un terme assez facilement, à condition que la rupture de cette convention ne porte pas atteinte aux droits des autres indivisaires, ou alors elle est pour une durée maximum de 5 ans. Quand on voit qu'un contrat de société, il peut être fait jusqu'à une durée de 99 ans maximum. Donc on voit bien vraiment l'écart qu'il peut y avoir. On va faire le lien tout naturellement. Peut-être que la meilleure solution, alors, c'est la SCI. C'est la SCI. Donc. Alors expliquez-nous bien quels sont donc tous ces avantages. On a déjà compris les avantages par rapport à l'indivision, mais je présume aussi qu'il y a certains inconvénients. Alors, premier inconvénient, il faut établir des statuts, il faut établir un contrat, il y a des formalités. C'est le formalisme qui est la première contrainte. Alors, il n'est pas excessif, le formalisme, mais malgré tout, il y a quand même cette formalité-là à accomplir. Plus la tenue d'une assemblée générale ordinaire, minimum tous les ans, pour décider qu'est-ce qu'on a fait au niveau de l'argent, quelles sont les rentrées d'argent, quelles sont les dépenses, est-ce qu'il faut que l'on comble, est-ce qu'on peut distribuer de l'argent, est-ce qu'on a gagné de l'argent, ça c'est obligatoire. Et Martine Fay, c'est généralement ce qui arrête peut-être un petit peu certains de vos clients? Alors un petit peu, mais justement il faut vraiment en parler pour que tout se passe très bien, parce que c'est quand même un bon outil, la SCI. Et moi, je rencontre malheureusement des gens qui ont monté une SCI, comme ils iraient, je ne sais pas, aller acheter, faire leur petite course. Sans se rendre compte de ce qu'il fallait. Et ça, c'est pas bon parce que, et je tiens à le dire quand même, hein, c'est un super outil, mais il faut faire le minimum des choses qu'on nous demande de faire réglementaires. C'est-à-dire tenir cette assemblée générale chaque année et présenter les résultats quand même un petit peu. Parce que ceux qui ne le font pas, le problème, c'est que ça donne des avantages fiscaux et autres. On va en parler, bien sûr.
Voilà, et on peut être justement redressé par l'administration fiscale parce si, que si on n'a pas respecté ce formalisme. Exactement. C'est le seul véritable côté négatif, on va dire, inconvénient entre guillemets. C'est un petit inconvénient. C'est le seul. C'est Ou il y en a d'autres. C'est un petit inconvénient. Après, ce qu'il faut savoir, on a une comptabilité très simple à tenir. La différence d'une autre société, on n'a pas, on va dire, de compte avec un expert comptable. La présence d'un expert comptable n'est pas obligatoire. Voilà. Le dépôt des comptes au greffe n'est pas nécessaire dans une SCI. Donc malgré tout, par rapport à une société classique, on est dans une situation assouplie. Maintenant, inconvénient dans la SCI, il peut y avoir, comme autre inconvénient, un gérant qui prend un peu trop de pouvoir. Parce que dans la SCI, il faut savoir être organisé. Alors, on va expliquer maintenant maintenant qu'on a vu les principaux inconvénients, on va voir maintenant quel est le formalisme dans la structure, comment on crée une SCI, quelles sont les obligations à remplir dès le départ. D'abord, est-ce qu'il y a un minimum de personnes? Deux. On ne peut pas créer une société tout seul. Donc, il faut effectivement au moins 2 associés dans une SCI. Dans une SCI, donc, les personnes s'engagent à mettre des moyens en commun. Donc, en principe, ce sont des éléments, des apports financiers, des apports en numéraire. On peut aussi apporter des biens immobiliers en se disant, voilà, on a un bien en commun, on veut le transmettre à nos enfants, mais on ne veut pas le transmettre sous forme d'indivision, donc on va le transmettre sous forme de part de société. Donc, on apporte le bien à une SCI, et ensuite, les parents transmettent les parts en pleine propriété ou en nue propriété à leurs enfants. Leurs enfants ne vont pas se trouver en indivision, à ce moment-là, ils vont se trouver propriétaires de parts dans une société. D'une société qui, elle, n'est pas en indivision, qui est propriétaire en totalité d'un bien. L'avantage, c'est que l'on aura contourné la problématique, on n'aura pas les règles de l'indivision applicables à la gestion de ce bien, on aura les règles qui sont prévues dans les statuts. Et l'avantage donc des statuts de société, c'est que l'on va pouvoir définir librement quelles sont les règles de majorité qui vont être nécessaires quand on décide de vendre, quand on décide de louer, de faire des travaux, un emprunt, ainsi de suite. Alors, si je vous suis bien, chaque SCI peut décider de ses quorums, de son quitus, tout peut être décidé. Exactement. C'est le contrat qui fait loi. C'est le contrat qui fait loi. On a, on va dire, quelques lignes directrices qui sont fixées par la loi, mais on a effectivement une grande latitude par rapport au choix. Ça peut être une majorité simple de 50% des voix plus une, ça peut être 60, ça peut être 70. Vous n'avez pas de contraintes particulières. De la même manière que l'on peut aussi répartir les droits de vote quand on a des usufruitiers, des associés usufruitiers ou nus propriétaires, on peut répartir le droit de vote entre savoir quelles sont les prérogatives de l'un et de l'autre. Donc on a quand même une grande liberté, et là c'est le rédacteur de l'acte qui a toute son importance pour guider les personnes. L'avantage aussi au niveau de la société, c'est que vous pouvez dans les statuts donc prévoir les pouvoirs du gérant, prévoir s'il est rémunéré, rembourser de ses frais ou pas. C'est rare qu'il le soit, c'est assez rare dans une SCI qu'il le soit. On peut également prévoir qu'on peut fermer la porte dans cette société, se dire qu'on ne voudra pas d'autres associés, ou que si un nouvel associé se présente, on lui fera l'agrément des autres associés en place. Et prévoir une majorité pour cela aussi, en se disant, est-ce que cet associé a un lien de parenté avec les autres associés? On les accepte. S'ils n'ont pas de lien de parenté, on ne les accepte pas. Voilà, tout ça, ça se décline, j'ai pas envie de dire à l'infini, mais on peut aller très très loin dans le détail. Donc c'est ça qui est bien dans la SCI. C'est le côté rassurant de la SCI par rapport à l'indivision. Je prévois tout, donc il y a assez peu de place à l'imprévu. Je fais du sur-mesure. Martine fait. Monsieur le notaire, évidemment. Elle va pas vous contredire, mais bon. Non, au contraire, loin de là. Sauf que, justement, et tant mieux, Xavier, Maître Russo, va aider ses clients à faire une SCI. Moi, ce que je vois, nous, de notre côté, à la Caisse d'épargne, en tant qu'expert patrimonial, c'est que les gens viennent nous voir des fois après coup, bien évidemment, en nous disant, la SCI, c'est facile, hein, justement, il n'y a pas grand-chose à faire. Bon, j'ai pris les statuts sur Internet et j'ai fait mon truc. Bon, ça, je dis, il faut le bannir. Alors, nous allons donner des conseils pour leur dire, attention, justement, il faut travailler les statuts parce qu'il y a plein de choses à faire, c'est très souple, mais il faut penser à tout. Donc, il y a quand même de la technique pour avoir quelque chose qui va être en adéquation avec la problématique et la stratégie patrimoniale que souhaite le client. Et des fois, ils font l'inverse de ce qu'ils veulent, en fait, sans se rendre compte. Donc, on va les conseiller et bien évidemment, on est en amont, on va les conseiller d'aller voir nos collègues notaires. C'est-à-dire, vous les conseillez par rapport à ce que vous savez de la patrimoine et ensuite, pour le formalisme, c'est le notaire qui va apporter également ses connaissances et faire que le contrat liant les membres de la SCI soit au plus juste et le plus adapté à ce qu'ils veulent en faire. Le plus important, c'est ça, vous l'avez dit, c'est de comprendre le besoin du client et d'adapter les statuts, parce qu'il n'y a pas un modèle de statut de SCI, il y en a autant que d'individus, j'ai envie de dire. Donc, on va pouvoir faire des sociétés qui n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre. Donc, c'est réellement comprendre l'objet de la société, pourquoi on fait ça. On veut faire un patrimoine locatif, on veut garder une maison de famille
justement dans la famille et éviter les règles d'indivision. On veut se faire une activité, on va dire presque professionnelle, à travers la location. Bien voilà. sûr. Donc il va falloir adapter la rédaction des statuts réellement à l'attente et aux besoins du client. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus des SCI, qu'aujourd'hui les gens justement ont bien compris l'avantage qu'il peut y avoir de ne pas se retrouver bêtement en indivision. Et c'est pour cela, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus d'SCI créés? Si on regarde les 10 dernières années. J'ai pas de statistiques, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Vous avez raison, il y en a beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y a réellement une envolée du nombre de sociétés qui ont été créées? Je serais incapable de vous le dire. De petites SCI à 2, 3, là, il y en a peut-être de plus en plus, non? Oui, voilà. Maintenant, même c'est une solution que nous proposons aussi dans le cadre des problématiques que les clients nous proposent, nous soumettent. Quand vous avez aussi une SCI, peut être une alternative à des problèmes d'achat en couple. Oui. Qui ne veulent pas être mariés, qui ne veulent pas être pacsés, qui ne veulent pas officialiser. Qui n'ont pas de lien officiel. Qui n'ont pas de lien officiel, exactement. Et à ce moment-là, la SCI peut également être une solution. Donc oui, c'est un vecteur qui a vocation à se développer, à mon sens. Maintenant, vous dire, est-ce que ça, il y en a 20 fois plus, 30 fois plus qu'avant? Non, pas de chiffre, mais on a quand même l'impression que c'est quelque chose qui est entré, si vous voulez, dans les mœurs individuelles. Bien sûr que les SCI, il y en a toujours eu. Martine Fay. Et puis aussi... bon, moi non plus, je n'ai pas de stats. Mais il est vrai que par contre, on développe beaucoup aujourd'hui, bien évidemment, on le sait, la famille recomposée, énormément. Ça peut être aussi... Et ça peut être un outil, parce que les personnes ont déjà divorcé une fois, n'ont pas envie de remettre ça. Bon, s'aiment beaucoup, certes, mais voilà, ne crient pas de rien d'officiel, comme vous venez de le dire. Et par contre, il y a des enfants de part et d'autre. Des enfants communs, ça fait beaucoup des enfants de chaque côté, de paramètres différents et franchement, voilà, peut-être gérer son patrimoine sous forme de SCI en mettant, voire même plusieurs SCI, en disant là, mon objectif c'est plutôt protéger nos enfants, dans tel autre c'est plutôt avec les miens, et puis là ça va être ensemble, non, je pense que ça c'est quelque chose, un outil très intéressant. Maître Russo, le droit évolue avec l'évolution de la société. C'est le rôle du droit en principe. Il y a un peu de retard des fois, mais en principe. Oui. Légèrement au démarrage, mais ensuite ça va. De moins en moins, vous me direz. Parce que mais c'est une obligation, c'est parce que la société a évolué, que le droit a évolué et que la SCI aussi s'est diversifiée. Peut-être qu'il n'y en a pas plus, mais elle est plus diversifiée. Oui, puis on a bien compris effectivement qu'elle apporte des solutions concrètes. Donc après, c'est au rôle des professionnels, effectivement, au niveau des banques, Martine, les ingénieurs patrimoniaux, les avocats ou les notaires ou experts comptables, à proposer ce genre de solutions et surtout à diversifier l'offre que constitue la SCI, parce que encore une fois, c'est pas un statut qui est préétabli, il n'y a pas un modèle de statut qui s'applique. C'est ça, c'est très important. J'ai envie de dire que sur 40 articles que peuvent contenir les statuts, on ne peut avoir, je ne sais pas combien, une dizaine de versions de chaque article, si vous voulez. Donc on a des milliers de possibilités de société au final. Absolument. Vous avez un cas qui vous reste un petit peu original où on est venu vous voir pour une SCI? Parce que je sais que dans votre profession, bon, des fois c'est de la routine, mais il y a aussi des fois des cas très intéressants et amusants qui peuvent arriver jusqu'à vous, où on a voulu créer une SCI pour quelque chose d'assez particulier, parce qu'on parlait justement de ces familles recomposées. Des fois, il peut y avoir des choses assez originales. J'ai eu un cas, mais finalement, ça ne s'est pas fait. Mais je vous en parlais, c'était personne qui souhaitait acheter un bien et faire un petit peu une maison collective, si vous voulez, accueillir déjà tous ses enfants et leur famille, et éventuellement accueillir des personnes ou d'origines diverses, variées, de conditions, on va dire, modestes, et donc faire un peu une maison familiale et plus, si vous voulez, donc avoir exactement avec un règlement intérieur pour savoir comment on occupait les chambres, les pièces. Donc il n'a pas mis son projet à jour parce qu'il n'a pas pu réaliser l'acquisition qu'il souhaitait. C'est vrai que c'était original. Mais c'était assez original. Et puis quand on connaît les personnes, c'est encore plus original. Donc on voit bien que la SCI peut se plier à tout cela et c'est son avantage en tout cas. On aura bien, je pense, convaincu ceux qui nous ont écoutés. Encore une fois, chaque cas est particulier, Martine. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut venir. Et là, on sent bien sur la SCI. Tout à fait. Il faut venir rencontrer déjà nos experts patrimoniaux ou les chargés d'affaires en gestion patrimoniale, ne serait-ce que pour avoir des pistes, avoir des conseils, montrer
qu'est-ce que l'on pourrait faire et quels sont d'abord vos objectifs, mettre tout ça à plat. Bien sûr. Et bien sûr, on les envoie bien évidemment vers nos collègues notaires. On a pour le compris que côté c'était de un formalisme. véritable partenariat. C'est un partenariat. Et nous, de l'autre côté, bien évidemment, nous sommes quand même un établissement financier. Nous finançons, hein, nous faisons donc des crédits nécessaires quand la SCI va acheter, etc. Voilà. Donc on les suit. Hein, Voilà. une fois que la SCI est formatée comme il se doit Il n'y a plus nos qu'ensuite, collègues voilà, vous suivez le notaires, quotidien. nous suivons cela. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Martine Fay. Je suis ravie d'avoir passé cette matinée avec vous. Merci Elsa. Voilà. Et je rappelle donc bien sûr que le stand de la CEPAC est juste au fond du à gauche. hall à gauche. Voilà. Voilà. Merci beaucoup maître Xavier Rousseau. Merci beaucoup de toutes ces précisions. Merci. Et voilà, ce plateau va se terminer pour ce matin. On se retrouve à 14h30 et nous serons avec nos amis de la FNAIM. Merci, à tout à l'heure.